Bonsoir. Une petite intro aujourd'hui, un peu comme celle qui est de la même veine que celle d'hier, où j'avais évoqué le roman 1984 de George Orwell. De mon point de vue, qui est beaucoup plus qu'un roman d'anticipation, l'un des traités politiques, romancés bien sûr, les plus avisés et les plus clairvoyants sur les soubassements et les subtiles manipulations de la chose politique. L'auteur, George Orwell, il traite d'un phénomène très subtil, quasiment indécelable, mais qui se trouve au cœur de la domination des peuples, la novlangue. La langue officielle d'Océania du roman. En fait, un idiome calibré à la moindre nuance, usant de méthodes subliminales pour formater le sens des mots, encadrer ou plutôt incarcérer dans une gangue linguistique la suggestion que véhicule la parole, pour manipuler les foules, les enfermer dans une logique de pure propagande, les empêcher, les foules, d'accéder au sens profond de la communication, de pouvoir en déceler la subversion, méthode de propagande et de conditionnement de la pensée, des esprits. En fait, encadrer la communication, la normer, la normaliser, la délester de tout ce qui peut suggérer en elle de liberté, d'ouverture, de cheminement intellectuel. La baliser et la niveler pour qu'elle ne soit plus qu'un outil de formatage des esprits, de lobotomisation de la conscience politique, d'anesthésie citoyenne. En substance, la novlangue est une éradication de tout ce qui peut, dans la langue et la communication médiatico-politique, contribuer à l'éveil citoyen, à la contestation du système, à la résistance contre l'oppression. Je vous recommande de visionner une excellente vidéo sur YouTube du non moins excellent philosophe, le précepteur sur ce sujet de la novlangue. Comme on dirait aujourd'hui, de la langue de bois officielle. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite de la première ministre en Algérie et de la grosse surprise qui vient d'être annoncée un peu entre les mots, que personne n'a vraiment remarqué, mais que nous allons nous atteler à vous dire et à analyser avec nos invités qui sont avec nous. Donc, la visite de la première ministre italienne en Italie, mais aussi, nous allons essayer d'en parler si nous avons le temps, de la manipulation de la Constitution, de cette tentative de réaménagement qui ne dit pas son nom, qui tente de faire passer pour une révision technique et d'échapper ainsi à un référendum populaire, ce qui devrait être le cas pour tout ce qui concerne la modification de la Constitution. Nous, pour parler donc de cette visite de Madame Meloni et de ce qui est en train de se passer, et si on a le temps de parler un peu de cette révision technique de la Constitution, donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lyes Jbaili, ingénieur, économiste, écrivain, néanmoins animateur dans une radio très citoyenne qui est diffusée depuis le Canada, Alterna TV. Lyes Jbaili, merci d'être avec nous.
Tout le plaisir est pour moi de partager ce joli plateau avec vous, cher Jamel-Din. Je vous remercie pour l'invitation et je souhaite longue vie à votre émission Décryptage. Merci beaucoup. Et avec nous aussi, Rachid Hassani, secrétaire national à la communication du RCD. Rachid Hassani, merci de nous faire le plaisir d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie, M. Benchenouf. Bonsoir à vous, bonsoir à M. Elias Djibaili, bonsoir à tous ceux qui sont en train de regarder Décryptage de Nativi, à qui je souhaite en mon nom et au nom de mon parti, le RCD, donc longue vie. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord écouter et voir Madame Meloni lors de sa réception à Alger. Alors, nous allons d'emblée voir la deuxième vidéo. Et je vais vous demander, mes chers amis, je le demanderai aussi à mes chers invités, de faire attention aux moindres mots, parce que là, vous allez découvrir qu'il y a un mammouth dans le verre de thé. Écoutez. هنالك الكثير من المجالات حيث ممكن أن نعزز هذا التعاون يعني في الطاقة زي ما تفضل فخامة الرئيس تبون هنالك قررنا أن نعزز هذا التعاون القوي تعاون القائم بين الشركتين إني وسوناتراك وذلك عن طريق العمل على جبهات أو مجالات يعني جديدة زي الغاز الصخري والاستكشاف أوفشور يعني بحري وهذا بغية لتقوية الإمدادات للغاز من الجزائر إلى إيطاليا فلا يقتصر هذا التعاون إلى هذا المجال فقط بل هنالك الكثير من المجالات وتحدثوا بالأخص حول الطاقة المتجددة وإنشاء بنية تحتية استراتيجية لتقريب يعني ضفتي البحر الأبيض المتوسط مع مشروع ترانسميت اللي هو أنبوب الغاز. Alors, Monsieur Elias Djibaili, Monsieur Rachid Hassani, mes chers amis, je crois que vous avez tous entendu clairement, Madame Meloni parle donc d'une coopération très intéressante que l'Algérie donc fournit à peu près 30% à l'Italie ou un peu plus, et qu'il y a une perspective de nouveaux contrats entre Sonatrach et Eni, entre l'Algérie et l'Italie, pour l'exploration et l'exploitation en offshore, c'est-à-dire au large des côtes, mais surtout, et là c'est un gros pavé dans la mare, l'exploitation du gaz de schiste, ce à quoi les Algériens sont résolument opposés. Je vais essayer de faire une petite explication de texte. D'abord, rappeler que les Européens, tous les pays européens, y compris l'Italie, qui ont des gisements de gaz de schiste sous leur sol. L'une des plus grandes potentialités se trouve sous les pieds des Parisiens. Il y a un gisement de gaz de schiste sous Paris qui fait partie des plus grands gisements du monde. Et la France s'interdit de l'exploiter. Alors que, contrairement à l'Algérie, elle a des exutoires naturels. Elle a des fleuves qui, à la limite, peuvent évacuer les produits chimiques et les résidus en haute mer. Rappelons qu'au sud algérien, il n'y a pas d'exutoire naturel, il n'y a pas de fleuve. Et même s'il y avait des fleuves, le débit serait trop faible pour arriver jusqu'à la Méditerranée. En Amérique et au Canada, les fleuves sont tellement puissants que quand ils se jettent dans la mer, il faut environ 80 à 100 km au moins
pour que le débit commence à ralentir. Ça veut dire que les déchets vont très loin dans l'océan. Pas dans la mer Méditerranée, dans l'océan. Il faut un fort débit. Un fort débit. Très très fort débit pour disperser très loin. Je rappelle que pour fracturer la roche où se trouve emprisonné le gaz de schiste, il faut casser la roche avec de l'eau à très forte pression et des dizaines de produits chimiques, très très nocifs. Contrairement à ce qu'avait dit Sellal, on s'entend que c'est des produits chimiques qui servent à fabriquer les couches bébés, pour nous vendre le projet de... Le problème est qu'il faut beaucoup d'eau au sud, et donc il faut aller chercher en albien, pas en nappe phréatique, très profond. Mais au moment, après la fracturation, quand on aura récupéré le gaz de schiste, on va se retrouver avec des quantités énormes d'eau usée, polluée, qu'il va falloir mettre quelque part. Donc on n'a pas d'autre choix que d'évacuer vers... Ça veut dire, les eaux usées, on va les rejeter en nappe phréatique, là où les gens boivent, où les plantes boivent. Et comme ça s'est passé à l'Oued dans les années 70, il y a une remontée des nappes phréatiques. À l'Oued, je rappelle qu'il y a eu 1 million de palmiers morts en l'espace de quelques mois. C'est dire que ça va être à peu près 1000 fois plus dangereux, parce que c'est des produits chimiques énormes. Ce ne sont pas seulement des eaux usées comme à l'Oued, mais des produits chimiques. Et qu'il est impossible d'exploiter le gaz de schiste avec la technologie d'aujourd'hui. En Europe, par exemple, ils ont préconisé de laisser en l'état les gisements et de faire des recherches pour trouver des tangentes, pour essayer de trouver des solutions à cette énorme pollution. Et donc l'Europe a décidé de ne pas exploiter les gisements d'eau, de gaz de schiste sur ces territoires, dans ces pays. Par contre, ils importent, les Européens, du gaz de schiste d'où des pays sous-développés. Absolument. Et donc, je vais vous laisser en parler, Lias Jbaili et Rachid Hassani. Alors, tout d'abord, je suis choqué à l'issue de cette entrevue ou de ce communiqué de la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui est venue en Algérie, qui a été poussée de venir en Algérie pour demander à l'Algérie de lui fournir davantage de gaz, c'est-à-dire un quota de gaz additionnel. Il semblerait que sa venue en Algérie, elle est venue pour signifier ou notifier aux autorités algériennes qu'elle souhaiterait que le quota de gaz additionnel acheté par l'Italie, et qui va servir forcément à certains pays de l'Union européenne, soit au même prix qu'initial, ne prenant pas en compte la crise actuelle. C'est la venue, Entre parenthèses, elle a déjà quitté Alger. Hein. Elle a déjà quitté Alger. Oui. D'accord. Donc, l'Algérie, le premier fournisseur de l'Italie, il lui fournit 31%. Sur 100%, nous dirigeons vers une consommation de 60%, de consommation intérieure, sachant que la consommation intérieure était en forte progression. Oui. L'année dernière, 6%. Donc, il nous reste quoi? Calcul très simple, sur 100, vous enlevez 60, 40%. Les 40% sont destinés pour l'exportation. Vous imaginez, si à chaque fois vous avez une augmentation de 6% cumulée, forcément les 40% qui vous restent à exporter, vous allez réduire encore les 40%. Dans la consommation interne. Dans la consommation interne. Domestique. Domestique, absolument, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est factuel, c'est concret. Maintenant, l'Algérie, elle détient 700 000 milliards pieds de cubes de gaz de schiste. Ça, c'est détenu, prouvé scientifiquement, techniquement, par les services de mécanique des sols, des infrastructures, les mécaniques des roches, et tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire infrastructure, tout ce qui est en dessous du sol. Maintenant, est-ce que l'exploitation est risque, sans risque ou avec risque? Moi, je dirais avec risque. Pourquoi? Parce que pour exploiter le gaz de schiste, il y a un mode opératoire. Un mode opératoire, c'est quoi? Vous allez vous appuyer sur l'eau, de fortes quantités d'eau, et plus des produits chimiques que vous allez additionner, cumuler avec l'eau pour essayer de fracturer l'eau. Pour fracturer la roche, ça demande un très fort débit. Qui dit fort débit, une quantité d'eau
beaucoup. Où est-ce qu'on va chercher cette quantité d'eau? Forcément. Dans l'Albien. Dans l'Albien. Pourquoi dans l'Albien? Parce qu'on est dans le sud. Donc on va aller creuser en profondeur, on va creuser pour aller jusqu'à l'Albien. D'après les estimations, l'eau douce, c'est une plage d'eau, hein, douce. Une mer. Une mer, tout à intérieure. fait. Une mer intérieure. C'est La plus grande capacité d'eau douce du monde. Du monde. Tout à fait. Qui se situe depuis les frontières libyennes jusqu'aux frontières mauritaniennes. Absolument. D'après l'estimation, vous pouvez vérifier, cher Jameldine, c'est 3300 milliards de mètres cubes. 3300 milliards de mètres cubes. La plus grande richesse de l'Algérie dans les décennies à venir. Absolument. Et vous savez, dans le futur... c'est l'eau. C'est la guerre de l'eau. C'est la guerre de l'eau. La guerre de l'eau. Attention, il y a un problème entre l'Éthiopie et l'Égypte. Question d'eau. D'ailleurs, la visite du Premier ministre éthiopien aux Émirats Arabes Unis, ça n'a pas plu aux dirigeants égyptiens. Il y a toujours un problème. Oui, bien sûr. Et même en Palestine. Les territoires palestiniens, le pompage de l'eau, même l'État d'Israël aussi, et il y a un problème d'eau dans cette... D'ailleurs, Sidi Menned, qui était sur ce plateau, un expert en écologie, expert senior auprès de l'ONU, avait déclaré ici même sur ce plateau que cette mer intérieure algérienne va devenir la cible numéro 1 des États-Unis. Ils ne peuvent pas laisser passer la chance de s'accaparer d'une telle richesse. Absolument. C'est une richesse inépuisable qui appartient au peuple algérien. Maintenant, durant le Hirak, il y avait un slogan qui était partagé par tout le monde, que non à l'exploitation du gaz de schiste. Il y avait un slogan, nous ne voulons pas exploiter le gaz de schiste. Et les Algériens ont réussi à faire reculer le régime algérien sur cette exploitation. Absolument. Grâce aux militants, grâce à la conscience, la mobilisation forte des Algériens durant le Hirak, ce projet-là est tombé à l'eau. Comme certains projets... Ça a commencé en 2014, je me rappelle. C'est en 2014, mais en 2019-2020, il y avait, durant le dernier mandat de Bouteflika, il y avait une loi sur les lois de l'exploitation. Il y avait un volet, moi je l'ai publié, ça remonte. Il y avait un volet sur l'exploitation du gaz de schiste. Avant, pour être honnête et transparent, avant la prise de fonction de M. Tebboune. Déjà, à la fin du 5e mandat. Le 5e mandat. Je me rappelle, c'était un volet d'ailleurs. Il y avait Desertec, le premier Desertec, le premier Desertec 2. Le premier Desertec 1 a été refusé. C'est un Desertec allemand, 400 milliards, c'est pas vraiment cher. Le deuxième, il a été refusé. Et c'était sous l'impulsion de Sarkozy qui a fait pression sur les autorités algériennes de l'époque d'exploiter, c'est-à-dire les énergies fossiles, au lieu de se diriger, ce qu'on appelle, vers les éoliennes ou les panneaux, peu importe, vers une transition écologique. Mais il oublie de dire, M. Sarkozy, qu'en France, il refuse d'exploiter le gaz de schiste, mais que nous, il nous encourage à le faire. Absolument. La technique des Occidentaux, c'est exploiter tout ce qui va à l'encontre de l'environnement, hein. Ils l'exploitent ailleurs. D'ailleurs, maintenant, il y a un problème qui revient en Union européenne. Comment mettre en place, concrètement parlant, la transition écologique suite au problème, ce qui se passe. Et d'ailleurs, on parle de choc pétrolier durant la guerre en Iran. Mais pour revenir, que vraiment, je suis choqué, nous sommes surpris, et nous n'allons pas laisser passer l'exploitation de ce projet en Algérie. Parce que va à l'encontre, je veux dire, des intérêts de la nation, à l'encontre du peuple algérien et surtout, les conséquences désastreuses qui sont inquantifiables. Et nous allons donner la parole à Rachid Hassani, une intervention qui sera d'autant plus intéressante qu'il représente un parti politique qui va participer à des élections locales, donc celles du Parlement, entre autres, et des municipalités. Rachid Hassani, je rappelle que cette histoire de gaz de schiste a soulevé l'Algérie tout entière et qu'ils avaient réussi, les Algériens, à faire reculer à l'époque la gouvernance Bouteflika et qui avait donc fini par accepter le fait que les Algériens ne voulaient pas de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous fait la grosse surprise
faite par Madame Meloni elle-même, que des petites choses se passent en catimini pour faire passer ce projet d'exploitation du gaz de schiste en Algérie, Rachid Hassani. Oui, effectivement, je rappelle d'abord que le RCD était partie prenante. Il est l'un des acteurs politiques les plus en vue dans la contestation et le front de refus par rapport à l'exploitation des gaz de schiste il y a quelques années de cela, à la fin donc du dernier mandat de Bouteflika, de feu Bouteflika. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, sur le volet sur lequel je voudrais bien donc intervenir en tant que représentant donc, du Rassemblement pour la culture et le RCD, c'est d'abord le modèle économique avant d'arriver à expliquer, à vous parler de l'exploitation des gaz de schiste. Donc c'est le modèle économique. Nous sommes toujours dans un pays, dans une économie qui se base qui est fondamentalement basé sur la rente, sur l'économie de la rente. Donc, c'est l'exploitation effrénée du pétrole, donc du gaz. Les dernières années, c'est l'exploitation donc de l'extraction donc des produits miniers, donc tout ce qui est fer, phosphate, métaux donc nobles et terres rares. Donc nous sommes toujours dans une économie qui est basée essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles pour répondre aux besoins des Algériens, pour répondre aux besoins du fonctionnement de l'État, pour répondre aux besoins du développement entre guillemets du pays, et bien sûr pour répondre en plus à l'achat de la paix sociale, à l'achat du silence des Algériens, et dont l'exploitation des gaz de schiste fait partie. Donc, en tout cas, au RCD, notre position, ce n'est pas une position dogmatique de refus d'exploitation d'un gaz, d'un minerai ou d'une quelconque ressource, mais ce que nous disons, comment dans un pays où le débat est complètement fermé, où la parole est bâillonnée, comment dans un pays où les Algériens n'ont pas le droit, en tous les cas, à la parole pour contester telle et telle option, aller dans l'exploitation d'un gaz problématique dans une controverse pareille où les Algériens ne peuvent pas, les spécialistes ne peuvent pas intervenir pour justement alerter sur les conséquences environnementales et sanitaires d'une telle exploitation. Donc, je vais juste rappeler que concernant les gaz de schiste, ce qui est connu jusqu'à présent, le plus grand pays exploiteur du gaz de schiste, ce sont les États-Unis. Et pour les gaz de schiste, il y a deux problématiques majeures. Donc la première, c'est effectivement l'impact nocif sur le plan environnemental et l'impact nocif sur le plan sanitaire donc des populations. Le deuxième, c'est l'investissement lui-même, un investissement qui est très coûteux et avec une rentabilité qui n'est pas intéressante à une échelle d'exploitation minime comme celle qu'on voudrait en tous les cas engager en Algérie. Donc ça nécessite beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire, donc des puits qui ont une durée de vie très très limitée. Donc même sur le plan de la rentabilité, ça serait vraiment difficile pour l'Algérie d'exploiter ces gaz de schiste. Donc en tout cas, pour nos RCD, cette question est une question très importante pour qu'elle soit effectivement gérée. Mais Rachid Hassani, pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Monsieur Tebboune n'est pas sans ignorer, puisqu'il faisait partie, il était aux affaires, comme on dit à ce moment-là, il était dans le gouvernement, ou alors il était à côté. Il a vu la résistance des Algériens contre ce projet, la résistance farouche, surtout au sud, où les gens sont d'habitude assez placides, qui laissent faire les choses. Mais à Ain Saleh, nous avons vu la résistance absolument faramineuse, fabuleuse de toutes les populations. Monsieur Tebboune, est-ce qu'il pense vraiment pouvoir faire passer un projet
pareille, qui non seulement, comme vous venez de le dire si bien, qui confirme que ce régime ne peut pas aller dans une dynamique de création de richesse, qu'il continue à se livrer à cette économie de la rente, à cet usage immodéré des ressources naturelles, incapable vraiment de lancer une économie qui pourrait donc faire décoller ce pays enfin vers une option de création de richesse. Mais est-ce que M. Tebboune imagine un instant qu'il pourrait faire passer un tel projet au moment où tous les Européens, sans aucune exception, la France tout particulièrement et l'Italie aussi, s'interdisent l'exploitation du gaz de schiste dans leur territoire? Oui, mais le problème, c'est que nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs. L'un, il est politique. Nous sommes dans un système fermé. Nous sommes face à un pouvoir qui est tronqué de légitimité et dont ces options, il ne favorise pas en tous les cas le débat public, il ne favorise pas en tous les cas l'expression libre des Algériens par rapport à telle ou telle exploitation, par rapport à telle ou telle option en faveur du pays, en faveur du peuple algérien. La deuxième, c'est que nous sommes face à un pouvoir qui lui-même face à une marge de manœuvre très étroite sur le plan de la dépense publique, sur le plan des rentes. Nous sommes face à un pouvoir qui ne crée pas une économie riche, une économie diversifiée, une économie où il peut se passer justement de l'exploitation. Donc, la chose la plus facile pour lui, c'est effectivement d'aller exploiter d'une manière effrénée, d'une manière démesurée, toutes les ressources pour pouvoir faire face justement au fonctionnement de l'État, pour pouvoir faire face justement à l'achat de la paix sociale. Donc, nous sommes face à un gouvernement qui n'a pas de cap et qui n'a pas de vision stratégique. Ça, de un. Maintenant, par rapport au fait est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas, ou ne pas le faire, si on regarde de près, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le goût des Algériens et qui sont passées par un coup de force, par la répression. Et en tout cas, pour nous, les choses sont très claires. Ça dépendra de la résilience du peuple algérien, des forces de l'opposition de la population par rapport à telle ou telle option. Mais en tout cas, d'une manière générale, les questions aussi importantes, aussi stratégiques comme celle-là, c'est des questions qui nécessitent débat public, qui nécessitent consultation du peuple algérien, qui nécessitent débat de spécialistes pour qu'on puisse véritablement aller vers une exploitation j'allais dire, très optimum et avec des impacts négatifs très, très limités. Nous ne sommes pas malheureusement là, nous sommes face à un pouvoir qui est dans un besoin pressant de devises, qui est dans un besoin pressant donc d'argent pour essayer un peu de faire fonctionner de colmater les brèches béantes. Et restez avec nous, Rachid Hassani. Je voulais juste, M. Benchenouf, parce que tout à l'heure, notre ami a parlé de la nappe albienne. Donc, quand elle a donné le chiffre donc de la réserve donc de la nappe albienne, je pense qu'il y a une petite erreur. Ce n'est pas 3500 milliards de mètres cubes, mais c'est un peu plus de 50 000 milliards de mètres cubes de réserve que recèle cette donc nappe albienne, qui est effectivement entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie, mais qui est à 70% dans le territoire algérien. Très bien. Alors, Lyes Djibaili, vous pouvez répondre à cette question particulière, mais sinon, ma question pour vous est pourquoi ce régime, je ne dirais pas pourquoi l'Algérie, pourquoi ce régime qui hérite d'un même régime depuis 1962, pourquoi ne sont-ils capables que d'aller exploiter les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, les mines, incapables
même pas d'exploiter sérieusement les ressources, par exemple halieutiques de la mer, la pêche, incapable d'exploiter les richesses véritables de l'agriculture, incapable d'exploiter la création de richesses, l'industrie, le commerce, le tourisme. C'est quoi cette malédiction, j'allais dire, Absolument. de ce système qui ne peut pas sortir de la rente, pour corrompre les masses, comme ils disent, la corruption de masse, pour corrompre les élites qui sont autour de lui, ses remparts, ses relais naturels. Pourquoi n'essaye-t-il pas, comme d'autres pays qui sont pourtant despotiques, de mettre en place des systèmes d'une économie viable et qui puissent rapporter? Absolument. Moi, je reprends votre... par rapport à ce qu'il vient de dire Rachid, peut-être, moi, je croyais que la quote-part qui revient à l'Algérie, parce que la nappe albienne, elle est étalée entre la Libye et l'Algérie. Je croyais que la quote-part qui revient à l'Algérie, parce que c'est des quotes-parts, elle est évaluée à peu près de 3300 milliards de mètres cubes. Mais je retiens votre chiffre, que vous venez de dire 50 000 milliards de mètres cubes, à raison de 70% sur la partie algérienne. Merci, de toute façon, j'en prends compte et puis je vais vérifier. Merci, Rachid, pour l'information. Sinon, je reviens par rapport à votre introduction, Jamel Din. Vous parlez de George Orwell. Le langage orwellien, c'est quoi? Il permet au fait de contrôler les cerveaux. La novlangue. La novlangue. Moi, je vais le dire avec des mots. De contrôler les cerveaux par la confusion paralysante. La confusion, la subtilité. Ne pas laisser émerger l'esprit contestataire. Absolument. En utilisant quoi? Des expressions simples, hein, au fait qui se réfèrent à la réalité concrète, mais qui n'est pas définie par les mots finalement. Donc il y a deux choses. C'est-à-dire, c'est là où on essaie un petit peu de faire passer des messages, mais subliminaux. Je vais me permettre de donner un exemple, Elias. Je vais me donner un exemple et je vous laisse poursuivre. Je vous en prie. Par exemple, quand ils disent l'armée digne héritière de la révolution de novembre, digne héritière du Chouhada. Qu'est-ce que ça suggère dans votre esprit, dans votre compréhension? Que quiconque s'attaque à cette armée s'attaque au Chouhada. Absolument, tout à fait. C'est ça la novlangue. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc au fait, c'est des slogans, c'est leurs armes qui servent pour contrôler, pour faire passer leur message. Alors, l'Algérie est un pays qui est féru de l'extractivisme, c'est-à-dire on veut extraire à tout. On a commencé par extraire tout ce qui est les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tala Hamza aussi. D'ailleurs, j'ai fait une intervention récemment avec mon ami Sidi Mned. C'est-à-dire, c'est une question de rentabilité. La rentabilité, c'était 134 millions de dollars pour ce projet, un an. Pour exploiter des choses qui vont... pour exploiter une quantité, on ne sait pas si elle va s'épuiser sur le long terme ou pas, avec des conséquences désastreuses sur le plan de la santé, et sachant que cette mine elle se trouve dans un milieu très verdoyant. Il y a les traits Tal Sommam, vous avez la source Tal Sommam. Donc tout ça, on s'en fout. On a vu un Premier ministre qui mettait son pied sur un remblai, disant c'est le point, c'est là, c'est l'économie, c'est notre avenir, c'est le destin, c'est le devenir, c'est l'indicateur du décollage de la croissance économique. Et c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est Dieu qui nous a donné cette ressource. Vous savez, il y a Olivier de Souza, vous devez le connaître. Il disait par rapport aux projets qui sont liés à l'exploitation et l'exploration, parce qu'il y a l'exploitation et l'exploration en même temps. Deux choses sont pas... on exploite et on explore en même temps. Parce qu'avant d'exploiter, il faut explorer. Absolument. Et pour explorer, il faut du matériel. Vous savez, il a dit il faut réussir 3 critères. Lesquels? Le premier critère, c'est la rentabilité. Est-ce que le projet est rentable économiquement? Pourquoi? Notre pays, qui s'appelle l'Algérie, c'est un pays semi-aride. Donc les méthodes, l'utilisation des méthodes, ça va être coûteux et qui nécessite beaucoup de quantité d'eau. Le deuxième, c'est l'acceptabilité sociale. Est-ce que le peuple algérien va accepter
de dénaturer son environnement, va accepter qu'on utilise ces richesses à mauvais escient. Et le troisième point, ce sont les exigences environnementales. Ces questions, c'est l'environnement. Donc, ce projet, c'est un projet à risque. Donc, ce n'est pas le devenir de l'Algérie. Si ces autorités algériennes, si ce pouvoir est amené à l'exploiter, sera un jour noir pour l'Algérie, un jour noir pour l'Algérie. Ils seront responsables et comptables devant l'histoire par rapport à cette situation. Avant de donner la parole à Rachid Hassani sur un autre volet, nous n'aurons pas beaucoup de temps, que 5 minutes chacun, pour traiter de cette révision technique, nous dit-on, de la Constitution. Avant d'y arriver, Ilyas Jubaili, est-ce que vous savez que lors de son dernier voyage en Italie, M. Tebboune aurait promis à Meloni d'arrêter la harga à destination de l'Italie. Ce qui fait qu'avant les côtes de l'Est, ils cinglaient vers la Sardaigne, vers la Sicile aussi, Annaba, Al-Qala et tous les... Et du côté de l'Ouest, ils cinglaient vers les Baléares ou vers les côtes espagnoles. Et depuis que M. Tebboune a promis qu'il n'y aura plus de harga vers l'Italie, quasiment aujourd'hui, on nous dit, ça reste à vérifier, que 90% de la harga aujourd'hui est à destination des côtes espagnoles, qu'il n'y a quasiment plus de harga vers les côtes italiennes. Même depuis l'Est, les gens maintenant cinglent vers les Baléares, ce qui fait après le double de la distance. Ça veut dire, si c'est le cas, que le régime algérien contrôle la harga. Quand il veut l'arrêter, il l'arrête. Et quand il veut punir un pays comme l'Espagne, par exemple, il lâche les harragas. Ça lui permet de se débarrasser un peu de la colère de la rue qui n'est pas très gérable depuis l'Algérie, qu'il préfère envoyer aux autres. L'Union européenne, elle est au courant, il y a 3 pays qui sont capables de contrôler la harga. Il y a 3 pays, il faut le dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pays. Oui. La Turquie, le Maroc et l'Algérie. Revenons à l'Algérie. L'Algérie contrôle la harga. Les côtes algériennes sont contrôlées. Je dirais même qu'il y a une complicité pour pousser les jeunes à s'exiler. Parce que, voilà, pour évacuer le problème algérien, c'est-à-dire le problème des jeunes, quand il n'y a pas de chômage, on les pousse à la harga. Vous n'allez pas me dire quand il y a 400 harrags qui arrivent sur les côtes espagnoles ou sur les côtes italiennes que les côtes maritimes algériennes, les équipes spécialisées de contrôle de nos côtes ne sont pas au courant de la harga. C'est le même couloir maritime. C'est le même corridor maritime. Ça veut dire qu'ils sont en train d'envoyer nos enfants à la mort. Tout à fait. Sciemment. Absolument. Avec une froide détermination. Tout à fait. Le régime, en tout cas les autorités algériennes, ils sont complices d'envoyer nos enfants, des adolescents en mal de vivre, leur pays qui leur offre rien, on les pousse à s'exiler, à quitter. On s'en débarrasse. Il faut s'en débarrasser parce que 70% de la population algérienne, c'est une population jeune. Elle est revendicative, elle veut le changement. Donc ce changement, on ne le veut pas. C'est un problème pour eux, on l'évacue à l'extérieur. Alors, Rachid Hassani, nous allons être un peu serrés pour continuer à parler de ce sujet et en même temps passer à la Constitution. Les 2 chambres viennent d'adopter, bon, c'est pas une surprise, il fallait s'y attendre, le projet de révision technique de la Constitution. Finalement, c'est quoi cette révision technique? Pourquoi avoir dit technique? C'est pour échapper à la nécessité de passer par le peuple pour toute modification de la Constitution? Rachid Hassani? Oui, je vous entends. Donc, je disais que ce terme technique n'existe pas dans le jargon constitutionnel. En tout cas, à mon avis, je n'ai jamais, en tout cas, entendu parler d'une révision technique d'une constitution. Une constitution, ça se révise sur le fond et ça se révise sur la forme. C'est quand les modalités en tous les cas d'adoption des révisions, ils sont très clairs, ils sont très clairement énoncés dans la Constitution. C'est le référendum constitutionnel quand on touche aux équilibres du pouvoir et c'est par voie de la réunion des 2 chambres du Parlement quand ça touche des dispositions qui ne touchent pas en tout cas donc à l'équilibre des pouvoirs. Voilà, donc
Et puis aujourd'hui, vous venez de le dire, les deux chambres ont voté effectivement les amendements voulus par le pouvoir, qui sont des amendements qui vont dans le sens du contrôle encore plus accru du pouvoir exécutif en tous les cas sur le législatif et le judiciaire et sur la société d'une manière générale, sur toute l'activité politique d'une manière les générale. municipalités, sur les mairies, sur les maires. Surtout sur toute l'architecture institutionnelle du pays, sur tous les partis politiques, sur les syndicats, sur toute la société d'une manière générale. Les gens doivent comprendre une bonne fois pour toutes que ce pouvoir est un pouvoir autoritaire et que c'est un pouvoir qui est en train de se donner les moyens, en tous les cas politiques, juridiques, répressifs de sa politique, donc de la fermeture du champ politique. Nous sommes en train de revenir sur les acquis démocratiques de 88 et c'est un régime qui est en train de faire dans l'hyper-présidentialité, en tous les cas, en termes de gouvernance. Alors, donc on est justement, Rachid Hassani, hyper-présidentialité, j'ai une question pour vous, elle est d'une gravité extrême. Le président a le droit donc de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Sénat, de faire refaire les élections, c'est conforme à la Constitution. Sur le principe des API et des APC, ça n'a pas été le cas, ils viennent de l'instaurer. Le problème, c'est la question que je vous pose et que se posent les gens, est-ce que le président va avoir... Ça n'a pas été précisé dans le projet de texte, ni même dans les débats des deux chambres. Est-ce que, dorénavant, M. Tebboune pourra dissoudre en une seule fois toutes les APC et toutes les APUI et refaire les élections, à la limite ce qui pourrait être, à la limite normal, ou alors, et c'est là où se cache, je crois, le petit machin, est-ce qu'il pourra à l'avenir dissoudre unité par unité? Ça veut dire, par exemple, l'APC de Tizi Ouzou, supposons à majorité RCD ou l'APUI, n'est pas dans l'obéissance, dans la soumission. Allez, on la suspend et on refait les élections. Uniquement pour Tizi Ouzou, ou uniquement pour Ennaba, ou uniquement pour Saïda. Est-ce que vous avez une réponse à cette question, Rachid Hassani? En tout cas, on ne peut pas avoir une réponse avec un régime pareil qui fait les choses dans l'opacité, mais en tout cas, une chose est claire. Votre question, et la question soulevée, une question pertinente. Je rappelle tout le monde que déjà, il y a un an, ils avaient un semblant de pour dissoudre, pour suspendre une APC et refaire les élections, en tous les cas des élections partielles, quand il y a une APC bloquée, des APC bloquées, donc... comme du temps de Ouiahia, par exemple. Comme du temps de Ouiahia. Un nombre donc de... Oui, et ça se fait jusqu'à présent quand il y a... Et ça, on peut le comprendre, c'est-à-dire pour des raisons, des motivations de majorité, de blocage d'une majorité dans une APC qui ne sont pas, le Wali peut intervenir pour suspendre et puis appeler à refaire en tous les cas les élections, à refaire en tous les cas, pour l'instant, c'est les majorités à l'intérieur qu'on essaye de replacer et de refaire. Mais en tout cas, cette prérogative conférée au président de la République, au chef de l'État, de justement appeler à des élections anticipées, à dissoudre les APC, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, si des motivations politiques peuvent, en tous les cas, expliquer la dissolution d'une assemblée, donc l'APR, l'Assemblée nationale, pour des motivations donc de blocage, pour faire une majorité parce qu'il y a une incompatibilité, une majorité et le gouvernement. Donc ça peut s'expliquer, ça se fait dans un tas de pays, c'est pas problématique. Rien n'explique en tous les cas aujourd'hui, rien ne peut motiver en tous les cas la dissolution de toutes les APC, la dissolution de toutes les APE parce que chaque cas est un cas, il n'y a pas en tous les cas d'homogénéité sur tous les territoires national par
rapport au motif d'un blocage qui pourrait éventuellement surgir dans une telle ou telle API ou dans une telle APC. Donc, en tout cas, RCD, nous ne comprenons pas cette nouvelle prérogative confiée au président pour, en tout cas, provoquer des élections locales anticipées ou reculer des élections locales ou carrément appeler à la dissolution des APC, parce que chaque cas est un cas. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas et nous allons en tout cas attendre pour voir de quoi il en retourne et c'est quoi les motivations réelles de cette nouvelle confiée au président de la République. Restez avec nous, Rachid Hassani. Alors, un dernier tour de micro, Lias Jbeili, en 2 minutes environ, par rapport à cette question. Est-ce que... Imaginons, parce que ça n'a pas été précisé, ça veut dire que tout est permis aujourd'hui avec ce vote. Si demain, M. Tebboune veut dissoudre une assemblée, une API, il peut le faire. La loi le lui permet, la Constitution le lui permet désormais. Ça veut dire quoi, ça? Tout d'abord, cette révision technique de la Constitution, depuis combien, je pense depuis notre indépendance, la révision ou le changement de la Constitution, c'est 6 à 7 fois. La dernière révision constitutionnelle, elle date de 2020. Et à sa tête, c'était M. Laraba. En 2020, c'est lui qui a changé complètement une révision de la Constitution. Et si vous vous rappelez, le fameux article 30 alinéa 4 qui donne les pleins pouvoirs de l'armée d'intervenir sans le consulter le Parlement, au cas selon leur interprétation et leur vision. S'ils considèrent que l'intégrité territoriale du pays... L'article 30 ou alinéa 4. L'article 30 alinéa 4. Oui. Maintenant, on nous parle aussi d'une révision technique. Et donc, je rejoins M. Rachid Hassani. Au fait, ça s'explique par une chose. C'est que M. Tebboune, désormais, il veut renforcer son pouvoir. En verrouillant le régime, avec la même mise sur l'architecture institutionnelle du pays. C'est sa constitution. Oui, tout à fait. Et en plus, une constitution qui a été très largement boudée par les électeurs. Oui, en 2020. C'est le plus grand boycott électoral depuis 1962. Absolument, tout à fait. Et en plus aussi, il va accroître les pouvoirs de M. Tebboune, et notamment sur les nominations judiciaires. Oui. Pas les élections et les nominations judiciaires. Absolument. Donc ça veut dire que le fameux équilibre d'un état de droit, la séparation entre le législatif, le judiciaire et le législatif, le judiciaire et l'exécutif, il est rompu, c'est fini. Ça veut dire... Mais ça a toujours été le cas. Oui, absolument. Mais il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs en Algérie, absolument, en 1962. Tout à fait. Mais là, c'est la même mise. Ça veut dire que M. Tebboune, c'est l'hyper-présidentiable. Donc, c'est lui qui décide les 2 chambres du Parlement. Pas l'hyper-présidentiable, l'hyper-président. Pardon, absolument, l'hyper-président. Merci pour cette belle subtilité. Merci. Et les 2 parlements, ils viennent de valider, de valider ce que demande M. Tebboune. Autrement dit, c'est une agression contre la démocratie de base, contre l'APC, c'est censé être la cellule de base de la démocratie, contre l'API, ça veut dire l'exercice de la démocratie de base au niveau de la population qui est directement appelée à élire ses représentants directs. Demain, ils peuvent être désavoués, on peut leur dire non, vous avez mal voté, vous allez devoir revoter. Peu importe les qualificatifs, la démocratie en Algérie, elle est agressée, elle est violée par ce régime. Il faut dire les choses, c'est fini, il n'y a pas de démocratie en Algérie. Je ne sais pas si maintenant on parle de démocratie ou pseudo. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a jamais existé en Algérie. Il y avait une ouverture en 80, une petite pseudo-démocratie, mais elle est éteinte. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. C'est que le régime, depuis 1962, et surtout notamment les 2 derniers mandats de M. Tebboune, c'est une dictature, Jamel-Dine. C'est une dictature. Je ne vois pas où est cette démocratie participative. D'ailleurs, durant son mandat, non seulement le projet sur les partis, c'est-à-dire le contrôle des partis, c'est moi qui décide ce que vous... Un débat sans les partis, il faut le rappeler. Du jamais vu, oui. C'est-à-dire
une république sans citoyenneté, une république sans parti, une république sans opposition. Donc il veut, M. Tebboune et ses conseillers, et tout le régime et tout le pouvoir veut une Algérie sans opposition, une Algérie sans parti, une Algérie sans débat. Eux, ils décident et nous appliquons. Rachid Hassani, le mot de la fin. Donc, main basse, mais jamais observé jusque-là, du pouvoir personnel de M. Tebboune sur toutes les institutions et maintenant, y compris sur les représentations populaires que sont l'APC et l'API. Rachid Hassani, ce sera le mot de la fin. Et je rappelle que les élections locales sont censées avoir lieu dans moins de 3 mois, je crois. Non, c'est législative. Les locales, c'est à l'automne. Ah, d'accord, voilà. Oui. Pour l'instant, c'est législatives qui sont censées légalement, dans les délais légaux, ils sont censés se tenir courant mois de juin. Donc, je vais très rapidement revenir sur les libertés, sur le fait que nous sommes en train de tout fermer. Je rappelle seulement qu'à un certain moment, nous étions dans une démocratie de façade dont la séparation des pouvoirs de façade, ça existait dans la Constitution, ça existait dans les lois, mais ça n'a jamais été fait effectivement depuis 1962. Nous sommes maintenant à assister à la fermeture des brèches et donc nous sommes dans un système autoritaire légalisé. C'est-à-dire qu'on lui donne même de la légalité, même sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel. Ceci dit, si je reviens par rapport aux amendements antiques, je rappelle quelque chose de très fondamental aussi, c'est qu'ils nous ont miroité en 2020 que la Constitution allait être la meilleure Constitution depuis 1962, que c'était la Constitution qui va fermer toutes les brèches de la jurisprudence, de tous les trous qu'il pouvait y avoir, que c'était la meilleure constitution qui allait donner plus de pouvoir à la population, aux citoyens, la liberté, la démocratie, la séparation du pouvoir. Mais nous sommes en train d'assister à quelque chose de complètement kafkaïen. C'est que nous sommes en train de dire, parce que dans tous les pays du monde et dans le jargon constitutionnel, on adopte des lois organiques pour se conformer à la Constitution. Nous sommes en train de faire exactement le contraire et nous sommes en train de toucher à la Constitution pour se conformer aux lois organiques. C'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays que nous n'avons jamais connu. C'était, au fait, c'était les lois qu'on devait changer pour les faire adapter pour qu'ils soient dans l'esprit de la Constitution et non le contraire. Et nous sommes en train, en tout cas, avec ce régime, de faire les choses d'une manière tout à fait à l'envers, d'une manière tout à fait, en tous les cas, étrange. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Et pour terminer sur notre positive, en tous les cas, l'espoir est permis. Nous sommes en tous les cas au RCD convaincus. Nous sommes en train de le dire et de le dire encore une fois. Il faudrait que les partis cessent d'être soumis, en tous les cas, à ce pouvoir et au pouvoir exécutif. Il faudrait que les partis s'affranchissent. Il faudrait que toutes les forces vives se mettent au travers de ce pouvoir pour lui rappeler que nous sommes dans une république, que nous avons une constitution qu'il faut respecter, que les libertés doivent être intouchables, que le peuple algérien est un peuple libre qui doit avoir la chance de s'organiser pour, en tout cas, se donner les moyens d'organiser son avenir. Merci Rachid Hassani, mais j'ai bien peur que vos vœux ne restent au stade des vœux pieux. Souhaiter que les partis politiques algériennes s'opposent à ce régime, c'est trop demandé, je crois, puisque ce serait anomique. Pour dire les choses, ça ne correspond pas à la nature de ces partis qui n'ont été créés que pour faire la claque, que pour soutenir ce régime, et pour pouvoir avoir le droit de passer à la mangeoire, comme disait Aït Hamed Rabbi Rahmou. Merci Lias Jbaili de nous avoir apporté de vos connaissances et de votre façon de voir les choses, en espérant vous revoir bientôt. Tout le plaisir est partagé. Merci beaucoup, cher Jameddine. Merci pour l'invitation. Et ça a été agréable. Franchement, merci ce que vous faites aussi. C'est parce que vous êtes pensé au pays, au peuple. Donc on n'a pas le droit de céder, on n'a pas le droit de lâcher finalement. Donc, et comment? Une toute petite contestation comme ça. C'est une question de vie ou de mort. Absolument, tout à fait. C'est la survie de notre pays.
Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Passez une bonne soirée. Merci. الصحة